Alors vous le savez, quand Donald Trump éternue, les marchés attrapent un rhume. Cette semaine, c'est plutôt une petite grippe tarifaire qui nous a collé 30%. Et oui, 30% dans les dents, encore une fois, 30% de droits de douane annoncés froidement un dimanche soir sur les produits de l'Union européenne, du Mexique, etc., etc. Mais voilà, la bonne nouvelle en ce moment, c'est qu'à Wall Street, on n'a pas sorti les extincteurs, pas d'incendie, pas d'émeute, même pas un tout petit éternuement, juste un simple haussement d'épaule collectif, comme si le marché s'était dit bah, c'est encore un bluff de Donald, il prépare sûrement autre chose derrière. D'ailleurs, en début de semaine, il y a un analyste assez visionnaire, je dois dire, qui a assez bien résumé l'ambiance en déclarant « ça a l'air important, mais franchement, on s'en fout un peu ». Mais bon, est-ce qu'on a raison de s'en foutre? Je crois que c'est là, justement, que ça devient assez intéressant. Bienvenue dans ce Swiss Bliss de rentrée, pour moi en tout cas. Nous sommes le 19 juillet 2025 et on va essayer de raccrocher les wagons au train et de reprendre le rythme. Quant à moi, bien sûr, je suis Thomas Veillet, pas forcément plus bronzé, pas forcément plus reposé, mais de retour pour une nouvelle saison. Alors aujourd'hui, ce que les analystes nous disent tous, c'est que les marchés ne croient pas à ces 30%. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder ce que font les marchés. Le S&P 500 est au plus haut de tous les temps, le Nasdaq est en pleine bourre, Nvidia s'arrête plus de monter. Et pendant ce temps, on a des signes comme quoi l'inflation, à cause des tarifs douaniers, pourrait commencer à pointer son nez. Mais honnêtement, les marchés sont contre-fiches, mais alors totalement. Ils anticipent même plutôt un accord à l'amiable, on parle même d'une retombée à 15% sur les droits de douane, en mode on fait peur, mais vous inquiétez pas, on va pas mordre. En mode taco, ou alors en mode Trump qui joue à ça s'en va et ça revient. Mais pendant qu'on joue à cache-cache avec les chiffres, les conséquences concrètes, elles, avancent gentiment, à pas feutrer. L'inflation américaine est en embuscade, tension sur les chaînes d'approvisionnement, rentabilité des boîtes sous pression, dette du G7 qui frôle le niveau pire que pendant la guerre de sécession, et on n'a même pas encore parlé de la Fed. Même si Trump recule, les dégâts sont quand même déjà dans le système, faut pas l'oublier. Et le coût du capital, lui, il continue d'être relativement cher, pendant qu'on fait semblant que tout va bien. Et pourtant, les chiffres américains sont quand même meilleurs que prévu. Meilleure inflation côté production, reprise des ventes en Chine pour certaines technologies, Nvidia en tête, encore une fois. Et les indicateurs macro ont sorti leur plus beau sourire Colgate cette semaine. On est clairement dans ce moment étrange où tout semble hyper solide alors qu'en fait les fondations sont en train de se fissurer par en dessous. Il y a un analyste qui l'a dit avec un humour involontairement noir. Les marchés misent sur la paix parce qu'en fait une guerre ça ferait baisser le marché. En résumé, on joue à la roulette russe, mais avec un casque anti-bruit et des lunettes roses pour avoir une meilleure coloration. D'ailleurs, prenons juste 5 minutes sur le sujet de l'inflation. L'inflation américaine de juin n'a pas explosé comme on pouvait s'y attendre, ça on le sait. Pas de feu d'artifice, mais quand même, elle continue d'avancer. Sournoisement, un peu comme une taxe déguisée. Un petit 2,7% sur une année contre 2,4% en mai. Et le core CPI, celui où on enlève la bouffe, le pétrole pour faire genre, lui, il grimpe à 2,9. Alors rien de dingue sur le papier, mais si on regarde bien, les prix des biens de consommation commencent à frémir. C'est pas forcément un hasard. Les hausses de tarifs douaniers signées Donald Trump commencent à se faire sentir dans les rayons, qu'on le veuille ou non. Oui, ça y est, ça transpire dans les meubles, les frigos, les jouets, les fringues et les billets pour Disney World. Le coût de la vie grimpe, tranquillement, mais sûrement. Peu importe ce qu'on veut bien en penser. L'indice des biens ménagers, il a pris 1% sur un mois. C'est du jamais vu depuis le mois de février. Et ça, c'est pas un fantasme de trader anxieux, c'est juste la Fed de New York elle-même qui le dit. On commence à voir les effets des hausses de tarifs sur le prix des biens. Merci John Williams, c'est clair. Et ça sent pas forcément super bon pour la suite. Mais alors, pourquoi est-ce que cette inflation ne décolle pas? Eh bien, parce qu'elle est encore masquée. Pas par quoi? Par 2-3 petits trucs. Par exemple, des consommateurs qui serrent les fesses au niveau budget, les gens n'achètent plus n'importe quoi à n'importe quel prix, donc les boîtes hésitent à balancer la hausse directement sur l'étiquette. Des stocks bien pleins. Beaucoup d'entreprises avaient anticipé les hausses de droits de douane et rempli les entrepôts avant la bombe à effet Trump. Et ces stocks amortissent le choc, bien sûr, mais évidemment pas pour longtemps. On parle d'un impact réel pour le mois d'août. Les voitures et les voyages, les prix d'automobiles reculent, moins 0,3% pour les voitures neuves, moins 0,7% pour les occasions,
et les billets d'avion et les hôtels dégringolent aussi, moins 3,6% sur les chambres d'hôtel en un mois. Résultat, ces baisses viennent lisser artificiellement, bien sûr, l'inflation globale. Mais cette pause, c'est juste une illusion, comme il disait l'autre. Le core goods, les biens or, énergie et nourriture, enregistre sa plus grosse hausse mensuelle depuis le mois de février. Et sur 3 mois glissants, certains produits affichent déjà des augmentations annualisées au-dessus de 10%. Ouais, 10%. Les économistes s'accordent, environ 25% des hausses de tarifs sont déjà passées dans les prix à la consommation, contre 15% en mai. Donc oui, ça s'accélère gentiment. Les effets secondaires des droits de douane mettent du temps à se diffuser, mais une fois que c'est lancé, c'est comme une raclette trop chaude, hein. On se rend compte trop tard. Quand les stocks seront bouffés, quand les compagnies aériennes auront réduit l'offre et qu'elles n'auront plus besoin de faire des promos pour remplir leurs avions, quand les détaillants devront répercuter les prix faute de marge, et ben là, on va commencer à sentir passer les 30% de taxes made in Trump. Même si bien sûr Trump fait une pause dans son Liberation Day tarifaire, le consensus est clair, on file vers les 3% d'inflation cette année. Peut-être même plus. Et c'est pas parce que l'économie surchauffe. Juste parce qu'on importe des hausses de prix aujourd'hui, directement. C'est la version 2025 de l'inflation importée, sauf qu'au lieu de venir de la Chine, cette fois, elle vient de Washington. Mais pendant qu'on parle de taxes et d'exportation, il y a un acteur silencieux qui continue de tirer les ficelles, et ça s'appelle Nvidia. Et oui, la société a vu ses puces d'intelligence artificielle se vendre comme des petits pains en Chine, soudainement, et cette annonce a suffi à soutenir l'ensemble du marché techno. Comme si le simple mot IA était devenu une incarnation magique, chose que l'on sait d'ailleurs depuis bien longtemps. Une espèce de baguette qui transforme un marché fragile en forteresse. Mais derrière cette bulle techno, il y a quand même un autre danger, hein, celui de l'excès de confiance. Aujourd'hui, on parie sur l'IA comme on pariait sur l'immobilier en 2006. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé ensuite. Enfin, vous souvenir. Enfin, pendant que Trump crie, que les marchés spéculent et que l'IA flotte dans le cyberespace, la Fed, elle reste muette. Pas de baisse de taux en vue, mais pas non plus de hausse, heureusement. Juste ce bon vieux mode du « on attend pour voir ». Un immobiliste qui devient presque une stratégie. Sauf que bien sûr, derrière cette posture zen se cache une sacrée trouille, celle de casser une économie qui tient plus par illusion que par la croissance réelle. D'ailleurs, chaque mot d'un gouverneur de la Fed aujourd'hui déclenche une onde de choc sur les marchés. Cette semaine encore, une simple déclaration sur les incertitudes persistantes a suffi à faire baisser Wall Street durant la journée. Autant vous dire qu'on est dans une espèce de salle d'attente, sans magazine, ni Wi-Fi, avec la température qui monte, la clim qui est en panne, et tout le monde commence à s'impatienter. Ce qui frappe surtout cette semaine, c'est que cette espèce de mélange d'apparente stabilité et de tension souterraine, comme un espèce de volcan qui pionce encore. Les marchés tiennent, l'IA rassure, les chiffres aussi, mais la réalité, elle continue de se dégrader par en dessous. Et pendant qu'on s'auto-convainc que Trump bluffe, que la Fed sait ce qu'elle fait, et que l'IA va tout résoudre, eh bien on oublie que la vraie crise ne prévient jamais. Elle arrive surtout quand tout le monde regarde ailleurs. L'extreme greed est toujours présent chez CNN et la volatilité reste dans son commun estival. Du côté de chez nous, le miracle suisse marque une pause puisqu'après un trimestre record, les exportations et les importations suisses ont reculé au deuxième trimestre. Rien d'alarmant en soi, mais le coup de mou vient surtout des produits chimiques et pharmaceutiques qui sont d'habitude les locomotives de notre balance commerciale. En clair, aujourd'hui, le moteur principal de l'export tourne au ralenti, ce qui pourrait peser à terme sur la croissance. Et puis alors, le luxe suisse a un coup de blues. Les exportations de montres ont chuté de 5,6% en juin, et ce sont les États-Unis, pourtant premier marché, qui plombent la stat. Sur 6 mois, on sauve les apparences avec une quasi-stabilité à moins 0,1%, soit près de 13 milliards de francs exportés. Mais clairement, le momentum n'est plus là, les détaillants sont prudents, la demande ralentit et la Chine n'est vraiment plus le relais magique d'antan. Si l'on regarde maintenant les performances de la semaine, vous voyez que l'un dans l'autre, c'est pas une semaine spectaculaire, puisque l'extrême, c'est le Hang Seng qui prend 2,8%, et l'autre côté, c'est le Dow Jones Transportation qui perd 2,14%, le Nasdaq prend 1,5% au plus haut de tous les temps, le Bitcoin continue de se balader, Shanghai grimpe quand même de 0,69%, les semi-conducteurs, on le verra sur le graphique tout à l'heure, se rapprochent des plus hauts historiques, et puis autrement, vous avez le S&P qui montouille quand même, malgré certains stress, le SMI qui congestionne toujours, et les Européens qui sont en milieu de classement et qui ne font pas grand-chose. Du côté du SMI, si vous prenez l'avant-dernière colonne sur la droite, eh bien vous avez les performances, les meilleures performances de la semaine et les moins bonnes en partant du haut jusqu'en bas. Donc en haut, ABB suite à ses résultats trimestriels et en bas,
Richemont, suite à ses résultats trimestriels aussi. Puis après, vous avez Partners Group Holding, suite à ses résultats trimestriels, et Novartis en bas, moins 4,09, suite à ses résultats trimestriels. Vous l'aurez compris, la thématique de la semaine sur la Suisse, c'est les résultats trimestriels, et vous allez le voir dans quelques instants sur le graphique du SMI. On est plutôt en mode congestion que des contractions estivales. Voilà, donc on attaque les graphiques rapidement. Vous voyez donc le SMI, c'est assez fantastique. Moi, je suis pas un expert en analyse technique, mais vous voyez les mouvements, les niveaux de volatilité qu'on a sur le SMI depuis quelques temps, avec cette forte baisse en avril, puis ce rebond stratégique, puis cette mine de vouloir accélérer à la hausse, et puis en fait, depuis 3 semaines, je pense que je serais revenu de vacances fin août, j'aurais pas vu la différence. On congestionne, ça c'est vraiment le mot qu'on peut utiliser aujourd'hui, congestion. On a un plus bas, on va dire quoi, dans la zone des 11 800 et un extrême haut dans la zone des 12 130. Autant vous dire qu'on s'emmerde profondément sur le SMI. Pour ceux qui veulent traiter des futurs là-dessus, je recommanderais d'aller ailleurs. Mais en tout cas, pour l'instant, congestion sur le SMI. Comme on sait dans la théorie des congestions, le plus important et le plus intéressant, c'est quand ça sort de congestion. Reste à voir dans quel sens ça sortira, mais pour l'instant, c'est de la musique d'avenir. Aux États-Unis, donc on continue, notre bonhomme de chemin. Là aussi, on peut dire que c'est quand même pas l'euphorie. On l'a vu sur les performances hebdomadaires, c'est pas génial, mais ça monte, ça monte gentiment. Si on veut rechercher une espèce de nouvelle tendance, on peut quand même voir que depuis les extrêmes bas, on est sur une tendance haussière. Et le S&P continue son bonhomme de chemin. Si vous grattez un peu dans les médias américains, on commence gentiment à parler de 7000 points pour la fin de l'année. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes, tant qu'il n'y a pas un truc qui nous pète à la figure, et si ce truc nous pète à la figure, ça viendra probablement des décisions de la Fed, des taux ou de l'inflation qui nous échapperaient encore une fois. Le Nasdaq peut dire merci à l'intelligence artificielle, lui, son vol, c'est chaque semaine record. Techniquement, on est dans une phase de cassure haussière, donc on a largement la place de monter, et en plus, en écoutant le psyché du marché, on a vraiment l'impression que plus rien ne peut nous arrêter. Vous voyez que cette grosse résistance qui concernait les plus hauts historiques à l'époque je dis bien, elle est cassée et on s'en va gentiment et on devrait continuer à monter progressivement tant qu'il n'y a pas de signe de renversement, et pour l'instant, il n'y en a pas puisque l'intelligence artificielle est en train de sauver le monde. Et puis alors, souvenez-vous, je vous l'ai dit 1 milliard de fois dans ces chroniques, dans ces vidéos, que quand le SOX allait, tout allait. Là, vous voyez, le SOX va plutôt pas mal, puisqu'il s'envole, il monte, il progresse, il avance, et il va chercher les plus hauts historiques. On n'est plus qu'à quelques encablures des plus hauts historiques sur le SOX, et franchement, si on se projette là où nous étions le lendemain du Liberation Day, autour du 7 avril, à 3410, on se demande quand même ce qui a bien pu se passer entre deux. Ce qui a bien pu se passer entre deux, ça tient en un seul mot, Nvidia. Je vous montre quand même le graphique de Nvidia, il n'y a rien à dire, mais c'est juste pour la bonne bouche. Et puis il faut quand même juste regarder ce mouvement impressionnant depuis les lows du mois d'avril, du 8 avril, quand même, vous voyez, 100%. Voilà, 101% pour être précis, de rebond sur Nvidia depuis les plus bas. Alors je sais pas ce qui fume, mais ça doit être de la bonne. CAC 40, en haut, en bas, tu sais pas où tu vas. Pour l'instant, on n'arrive pas vraiment à déterminer une tendance sur le CAC 40. On a testé les 8000 il y a quelques jours, mais on tourne toujours dans ce range, on va dire, les 7700, 8000 sur le CAC. Mais malgré tout, la tendance est plutôt bonne sur le CAC 40 à très court terme. Tant qu'on ne sort pas de cette tendance haussière, on peut continuer à jouer le range et à envisager une performance haussière continue, un peu à l'image de ce que nous présentent les marchés américains. Même chose sur le DAX, alors c'est une congestion un peu comme le SMI, mais sauf que là c'est à haute altitude. Alors on fait plus grand chose, c'est vrai qu'il y a toujours la thématique de l'armement, quand l'Allemagne monte, on dit « Ah, c'est à cause de l'armement ». Là ça continue à montouiller gentiment. Vous voyez que gentiment on est en train de créer une espèce de configuration triangulaire à la hausse. On verra si en sortant d'un côté ou de l'autre plus tard, dans quelques jours, quelques semaines, on aura peut-être une petite accélération qui déterminera la tendance. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, dans l'environnement de marché dans lequel nous sommes, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, et on a l'impression que de toute façon, à la fin, ça monte. Le pétrole qui se calme depuis ses excès il y a quelques semaines, on voit qu'on consolide dans la zone 64,5 et 70 dollars sur le WTI. Ça continue à aller plutôt pas mal, mais bon, effectivement, on a calmé les excès après nos histoires de guerre et tutti quanti. À surveiller, pour l'instant, on a l'impression que ça repart sur une tendance haussière. Là aussi, évidemment, vous savez que dès qu'on va repasser au-dessus des 70, on va commencer à paniquer de nouveau
au niveau de l'inflation. Et puis alors, record du monde encore une fois cette semaine, le Bitcoin bien sûr, qui a été chercher quand même durant la semaine des niveaux stratosphériques, puisqu'on est passé les 123 000, on est revenu un petit peu, mais enfin les nouvelles lois qui sont signées en ce moment aux États-Unis semblent être le gros soutien, et je pense pas me tromper en disant ce genre de choses, pour permettre au Bitcoin d'aller toujours plus haut. La question c'est quand c'est qu'il s'arrêtera-t-il. Passons maintenant au chapitre des vedettes de la semaine. Dans le cadre de ces vedettes de la semaine justement, et vu la taille du contenu cette semaine avec les publications trimestrielles, on va éviter de perdre trop de temps sur les graphiques et passer juste au fait. Alors vous verrez les graphiques qui s'afficheront sans qu'on les commente spécifiquement. Et sinon la vidéo va durer 3 heures et je vais vous perdre. On commence par Partners Group, puisque Partners Group a bondi de plus de 5% au milieu de semaine après la publication de ses chiffres semestriels qui étaient très solides. La masse sous gestion a grimpé à 174 milliards de dollars contre 143 milliards il y a un an, dopé bien sûr par une collecte de fonds supérieure aux attentes. La demande des clients est également en forte hausse, soutenu bien sûr par l'acquisition du groupe d'Empire Group. Plusieurs analystes dont JP Morgan et Barclays saluent d'ailleurs la résilience du groupe dans un contexte qui, il faut le dire, n'est pas super simple. Partners Group reste donc bien positionné pour capturer la reprise du private equity en 2025, pour autant qu'il y en ait une. Barry Callebaut a poursuivi son redressement, on va dire comme ça, après la chute essuyée dans le sillage de ses chiffres de 9 mois. La semaine passée, Barclays a baissé l'objectif du cours sur le titre et a confirmé un equal weight. L'analyse constate que les volumes continuent de diminuer et il ne prévoit pas de retour à la croissance avant le deuxième semestre 2025-2026. Le cacao, lui, a violemment chuté cette semaine, perdu 6,5% à Londres. Il a atteint ses plus bas niveaux depuis 2023. La raison, c'est une demande en berne avec des broyages en baisse de 7,2% en Europe et de 16,3% en Asie à des niveaux historiquement bas. Le marché s'inquiète d'un ralentissement mondial de la conso. Barry Callebaut a d'ailleurs abaissé ses prévisions de volume de 7% pour l'année, évoquant l'impact des prix élevés et des incertitudes douanières. Résultat, le marché du cacao vacille, victime de sa propre envolée passée. Chez Acceleron, alors l'action Acceleron a très bien performé cette semaine. Après un relèvement spectaculaire de ses prévisions de croissance pour 2025, les ventes sont désormais attendues en hausse de 16 à 19% contre 4 à 6% précédemment. La marge opérationnelle EBITDA reste inchangée entre 25 et 26% car la croissance vient surtout des produits à faible marge. Les analystes surpris par l'ampleur du relèvement ont revu tous leurs attentes à la hausse, bien sûr. Le chiffre d'affaires semestriel a déjà dépassé les attentes de 13%. Acceleron a donc agréablement surpris le marché, on le voit sur le chart. Les experts anticipent un retour à la normale au-delà de 2026. ABB a publié également des résultats solides au deuxième trimestre 2025 avec une hausse des commandes de 16% à 9,8 milliards, portée par une forte demande et puis une exécution efficace. Surtout, le carnet de commandes atteint 25 milliards, de très bon augure pour le second semestre. Le chiffre d'affaires progresse de 8% et l'EBITDA opérationnel grimpe à 1,7 milliard avec une marge de 19,2%. Toutes les divisions, sauf la robotique, sont en croissance. Les data centers et les services publics tirent la demande actuellement. La dynamique actuelle confirme la capacité d'ABB à atteindre ses objectifs 2025 avec même un potentiel de croissance supérieur pour 2026-2027. Le free cash flow reste solide, même s'il recule légèrement à cause du besoin en fonds de roulement. Et malgré ces bons chiffres, la valorisation reste jugée tendue par les analystes, ce qui incite donc tout le monde à garder une recommandation relativement prudente sur ABB. Novartis a sorti une copie semestrielle solide, carrée, presque irréprochable, avec des chiffres qui feraient rêver n'importe quel laboratoire pharmaceutique, plus 12% de ventes à 27,3 milliards, 29% de bénéfices en plus à 7,6 milliards, et un free cash flow de 9,7 milliards, plus 45% sur un an. Aux États-Unis, la croissance atteint carrément plus 23% grâce à ces blockbusters comme Entresto, Kisqali ou Pluvicto. Mais voilà, malgré ce feu d'artifice, le marché a boudé Novartis. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que le relèvement des objectifs a été trop timide. En gros, on est passé d'un low double digit à un low teens en termes de croissance et de résultats. Bref, un rebranding sémantique qui n'a pas super plu aux investisseurs. Le cœur de la machine et du problème, c'est Entresto qui rapporte toujours 2,4 milliards en 3 mois, mais le générique arrive et ça crée un stress latent quelque part. Cosentyx, déçoit et les analystes, eux, attendaient un geste plus fort au niveau des prévisions. Notons tout de même que la cerise sur le gâteau, c'est quand même un nouveau programme de rachat d'actions de 10 milliards
qui est lancé jusqu'en 2027, solide sur le papier, mais en bourse, ce qui compte, c'est pas forcément la perf fondamentale, mais c'est le storytelling, surtout en ce moment. Et là, Novartis, ils ont un petit peu raté leur présentation. Schindler a sorti un très bon semestre, bénéfice en hausse de 7,5%, EBIT plus 9%, marge à 12,3%, cash flow à 703 millions, mais la bourse n'a pas applaudi. Le titre est chuté de 1,1% à cause du franc fort, 205 millions de moins à gagner et des droits de douane américains qui pèsent sur l'avenir, à vous en douter. Les commandes progressent un peu, mais le chiffre d'affaires recule. La Chine ralentit sur les nouvelles installations. Schindler parie sur les services et la modernisation. Et bien sûr, ils restent confiants sur leurs objectifs annuels. Vontobel parle de résilience. Le marché, lui, comme d'habitude, il n'était pas content, il voulait plus. Richemont a dégainé un excellent début d'année, vente en hausse, plus 6%, joaillerie en feu, plus 11%, grâce à Cartier et Van Cleef & Arpels. L'Amérique cartonne, plus 17%, l'Europe suit, plus 11%, mais le Japon se prend un moins 15 dans les dents à cause d'un yen qui remonte et des Japonais qui boudent les boutiques et c'est pas mieux du côté de la Chine. Les montres, elles, galèrent toujours, moins 7%, surtout en Chine. Et entre la hausse de l'or, les effets de change et les incertitudes trumpiennes, eh bien les marges risquent de souffrir. Mais Richemont reste costaud et la joaillerie sauve la mise. Bref, du bon, du moins bon, mais un trimestre solide qui rassure, sauf sur les marges. D'ailleurs, le titre l'a bien ressenti, vous le voyez sur le graphique. Du côté de chez Swatch et pas de chez Swan, c'est les ventes en chute de 10%, bénéfice net divisé par 9, EBIT divisé par 3, la cause, la Chine, encore et toujours. Mais Nick Hayek garde la foi, les détaillants chinois reconstituent leur stock, ça sent le frémissement de la reprise selon lui. Les analystes, eux, ils y croient pas. Une seconde, ZKB parle d'un deuxième semestre mou, Vontobel réclame de la croissance et du cash flow, et vite, mais Hayek contre-attaque, les ventes explosent ailleurs, plus 10, plus 30% aux USA, Inde, Turquie, Moyen-Orient, etc., malgré les 10% de taxes Trump depuis le mois de mai. Pas d'effet négatif, dit-il, son vrai ennemi, c'est le front fort, et pas les droits de douane. Résultat, le marché reste sceptique, et l'action ne fait pas grand-chose cette semaine. On passe maintenant au en vrac de la semaine. Doc Morris, l'apothicaire digital qui t'envoie des médocs pendant que t'es encore en pyjama. Alors eux, ils jubilent puisque l'agence allemande Gematik prolonge son système CardLink jusqu'en 2027, 3 années de plus pour se gaver. Et dans la foulée, la Cour fédérale allemande dit banco pour les rabais en cash. Résultat, Doc Morris peut à nouveau arroser ses clients. C'est Noël en juillet. Pendant ce temps, à Zug, la Banque cantonale continue son petit marathon pépère. Bénéfice en hausse, année 2025 en ligne de mire, tout à fait aligné, et tout le monde reste zen. VAT Group, de son côté, se fait bichonner par Research Partner, objectif de cours relevé à la hausse, recommandation à l'achat maintenue et promesse que les objectifs annuels seront tenus. On les sent vraiment très très confiants. Dormakaba fait le ménage au Brésil, il se débarrasse de Fort Ponto, leur unité d'enregistrement horaire au profit de Kisa, et c'est signé, pas encore encaissé, mais ça sent la rationalisation à plein nez. HT5, alias l'ex Ordorf, qui a flirté un peu trop avec la faillite, lance une offre de rachat sur ses obligations pour 125 millions, histoire de nettoyer le bilan et d'espérer survivre au sursis concordataire. À bas de campagne, la Banque cantonale se prend une tôle magistrale, moins 45% de baisse sur le résultat d'exploitation, plombée par des dépréciations massives sur sa banque en ligne radicante. Chez Cosmo Pharma, on lance Winlevi, une crème anti-acné à Singapour et en Malaisie. Petite percée en Asie du Sud-Est grâce à un partenaire local qui sent bon l'expansion tranquille. DKSH, le logisticien caméléon, sort d'une performance solide malgré le chaos ambiant et confirme ses prévisions pour 2025. Solide, stable, sans faire de vagues. Medartis rachète la totalité de Kerry Medical pour 99 millions. Une histoire de consolidation dans l'ortho-chirurgical où on regroupe et on intègre et on muscle les marges. Et chez SFS, l'heure est à la purge, bénéfice net en baisse et un plan de restructuration qui menace 650 postes. L'industrie suisse version tranchante. Clarion rejette en bloc la demande de Lyondell Basel qui réclame un chèque pour une histoire de cartel sur l'éthylène. Traduction, on n'a rien fait, c'est pas nous, circuler, il n'y a rien à voir. CPH fait du surplace côté chiffre d'affaires, mais on voit son bénéfice reculer. Micron, lui, a fait tout l'inverse, bénéfice et rentabilité en forte hausse. Comme quoi, les machines suisses, parfois, ça tourne bien. Ritter, par contre, a calé le textile, c'est toujours pas ça. Résultat, 20 millions de pertes nettes sur 6 mois et pas de lumière au bout du tunnel. Et enfin, VP Bank nomme Roland Clay comme nouveau CFO. Le gars sort tout juste de Radicante qui restructure à tour de bras. Autant dire qu'il ne va pas
s'ennuyer. Du côté des résultats trimestriels, la semaine continue, il y aura du lourd, ce sera une grosse semaine qui commence. C'est la première grosse semaine, mais la deuxième grosse semaine, ce sera la semaine d'après. Cette semaine, vous voyez, on a des boîtes comme Tesla, comme Alphabet, comme SAP, comme Coca-Cola, comme NXP qui vont publier, comme Intel, bien sûr. Donc, on va parler semi-conducteurs, on va parler voitures électriques. Bref, il y aura du monde. La semaine promet donc déjà être très intéressante, plus évidemment, on aura toujours des petits détours au niveau du sujet des droits de douane, comme vous pouvez largement l'imaginer. En résumé, on pourrait faire un raccourci de la semaine en disant que les montres s'arrêtent, que le chocolat fond, que les ascenseurs montent, mais pas en bourse, et que l'on veut croire que l'économie va bien pendant que les marges fondent comme neige au soleil et que l'inflation est tapie dans l'ombre, prête à bondir, tel un peloton de gendarmerie qui est prêt à sauter sur une Kangoo diesel pour un excès de vitesse de 3 km/h. Mais bon, comme toujours, le marché a toujours raison, sauf quand il a tort. Et vu l'ambiance actuelle, il a l'air de se contredire tout seul toutes les 48 heures, et ça c'est pour rester poli. Si vous avez aimé ce petit moment de lucidité boursière saupoudré d'un soupçon de mauvaise foi, abonnez-vous à la chaîne Suisse Coton Français, mettez un like, balancez un commentaire, partagez à votre banquier, bref, faites tourner le Swiss Bliss, et surtout, n'oubliez pas, ici on ne vend pas du rêve, on décrypte la réalité avec le sourire. Et vous savez quoi? Je suis hyper content de vous retrouver, aussi fou que ça puisse paraître. Allez, on se voit lundi matin pour le retour des bêta cornes avec un nouveau Morning Bull. Passez un excellent week-end. Allez, bye bye.